mes oiseaux de nuit, merci d'être à l'écoute de ce 9e numéro de L'Œil de la Nuit, émission dans laquelle notre invité vous ouvre les portes de son monde intime. Vous découvrirez ce qui l'inspire, comment il travaille et ce qui l'a poussé à se lancer dans la création, l'innovation ou l'entrepreneuriat. Ce soir à mon micro, je reçois une artiste peintre très locale puisqu'elle crée en ce moment à Bagnolet. Elle s'appelle Sophie Pigeron, elle est née en 71 à Chenôve, en Bourgogne. Elle peint et dessine merveilleusement bien et ses toiles vous aspirent immédiatement dans leur contemplation à la limite de l'hypnose. En tout cas, moi, elles me font cet effet. Comme nos auditeurs ne voient pas encore à travers l'appli du direct ni du podcast, je vais essayer de vous décrire simplement le travail de Sophie avant de la laisser le décrire elle-même. Dans sa série Urban Sfumato ou Sfumato Landscapes, par exemple, Sophie représente des paysages urbains au crépuscule ou à la lumière froide de l'hiver, noyés dans le brouillard où surnagent des personnages qu'on devine marginaux. Il y a aussi des flammes, des choses qui brûlent, comme les carcasses des voitures. De loin, on dirait des photos floues, avec des sources de lumière diffuses comme les lumières de loin, la nuit, dans un port. Toutes ces séries me font penser à du Monet contemporain, période presque abstraite quand il perd la vue, comme dans sa toile Le Parlement à Londres. Il y a aussi la série Phosphène, dans laquelle Sophie travaille des masses de couleurs au large pinceau brosse qu'on appelle un spalter. J'ai appris un mot en préparant cette émission. Sur des toiles de grand format évoluent des taches fluorescentes floues et comme vaporisées. Cette phrase vient de Anne Malherbe et du dossier de presse fourni par Sophie, qui font penser aux mythiques lampes fusées des années 70. Toutes ces couleurs et ces taches restent sur la rétine quand on ferme les yeux, comme quand on est ébloui par la lumière du soleil. Sophie vient également de m'envoyer quelques peintures récentes, un travail très réaliste, cette fois avec un autoportrait ou des portraits en gros plan qui s'appelle Memories, des objets ou des paysages, et aussi de très beaux dessins très précis et très réalistes avec quantité de détails infinis. Sophie, concernant ton actualité, tu viens de faire une expo à la galerie de l'Université américaine à Paris et à la galerie 2.13 PM à la Selle Saint-Cloud, collective cette fois-ci. Par ailleurs, tu es professeur d'expression plastique à l'école de Condé Design and Arts, graphique et d'histoire de l'art à l'Université américaine. Bonsoir Sophie. Bonsoir Claire, bonsoir. Donc merci pour cette magnifique introduction. Rectifie si besoin. Juste la petite rectification qui est que je ne suis pas prof d'histoire de l'art, mais prof de peinture et de dessin aussi à l'université américaine, parce que c'est en fait un centre d'art avec des ateliers en fait. Voilà. Ok. Mais sinon c'était vraiment parfait. C'est parfait. Mais je ne connaissais pas du tout Chenôve en Bourgogne. J'ai appris quelque chose. En plus, c'est là où on fabrique le vin pourtant. D'accord. Entre autres, c'est-à-dire qu'en fait, là où j'ai grandi, c'était dans un immense HLM, je pense le dernier gros HLM de cet étage de toute la ZUP, la zone urbaine prioritaire, n'est-ce pas ? Et en fait, en face, on avait de magnifiques vignes et le petit village de Chenôve avec les pressoirs. Donc c'était vraiment un village lié au vin aussi. Ouais. Eh ben, ça pourra peut-être nous inspirer pour tout à l'heure, sur tes inspirations. On va commencer l'interview. C'est parti. Comme toujours dans cette première partie de l'émission, on va s'intéresser concrètement aux réalisations de notre invité. Tu m'as fait parvenir un CV long comme le bras, qui regroupe à la fois ta formation et tes nombreuses expos. Peux-tu nous dire rapidement quelles études tu as faites et un peu ton parcours pro ? Alors, les études simples, j'ai enchaîné les arts plastiques au lycée, ensuite les beaux-arts, que j'ai fait 1 an, que j'ai quitté volontairement. Pourquoi ? Parce que je voulais changer de ville, j'en avais un peu marre d'être à Dijon, et j'étais pas du tout carriériste, ni je me rendais pas compte de ce que je faisais, ni du privilège que j'avais d'avoir été prise directement aux Beaux-Arts de Dijon, qui était quand même une belle école nationale, avec des beaux locaux, des bons profs. Mais que veux-tu, voilà, j'ai voulu aller au soleil à Montpellier. Là, je suis allée non pas aux Beaux-Arts qui étaient petits et qui franchement m'attiraient pas. J'ai préféré faire la peinture de mon côté et continuer des études liées à l'histoire de l'art d'abord, aux arts plastiques et aussi à la philosophie de l'art, tout ce qui est esthétique en fait. Qui était à l'université de Montpellier ? Ouais. Et ensuite à Paris, effectivement, à Saint-Denis. Paris 8 voilà, pour faire DEA. En histoire de l'art ? Non, esthétique. Donc tout ce qui est philosophie de l'art. Plus pointu. Alors, c'est-à-dire que c'est surtout que je voulais pas parler de ma peinture à moi. Contrairement aux Beaux-Arts où on va parler de sa création, je voulais parler de la peinture des autres. Donc j'ai fait un DEA sur une problématique liée à la peinture à l'époque, c'était
Alors, c'était avant la fameuse exposition de Saint-Paul-de-Vence, je le précise, bien avant. Et c'était en rapport avec la nudité masculine et... Un artiste en particulier? Ouais, et il y avait aussi, enfin ça c'était dans la maîtrise, c'était le lien entre Francis Bacon et Lucian Freud. Ah, mais sublime. Et en effet, il y a une expo croisée. Incroyable, ça m'a tué. Mais en même temps, c'est normal, c'est des intuitions que t'as. Mais tu travaillais sur ce sujet avant l'expo? Ben, c'était 10 ans avant. Mais c'est normal. Et en fait, quand t'es peintre ou quand t'étudies la peinture ou quand t'étudies l'histoire de l'art, ce qui est génial, c'est que les liens se font de manière naturelle et que tu vois avec des mêmes engouements chez d'autres. Et non, ça m'a fait quelque chose quand même de voir ça. Et donc ça m'a conforté aussi dans ce que j'avais cherché à l'époque. Mais c'était sans aucun rapport avec ma peinture, sauf que effectivement j'ai eu quand même une période où j'étais très influencée au tout début, en 94, quelque chose comme ça, par le travail de Lucian Freud que j'avais vu à Londres, avec des amis à la Whitechapel Gallery, et où là vraiment ça m'avait scotché. Comment décrirais-tu ton style et ton œuvre à nos auditeurs? Parce que bon, je viens de le faire sommairement avec mon ressenti, voilà. Alors j'ai pas de style, c'est-à-dire j'ai des périodes, mais j'ai pas de style. Ah ben c'est plutôt le mot style en peinture qui est difficile, parce qu'en fait j'ai des périodes qui s'enchaînent. Alors pour les gens qui me connaissent pas ou qui ne connaissent pas mon travail de manière régulière, ça peut sembler, je peux être un peu du coq à l'âne, alors que pas du tout. C'est vraiment des passages très progressifs qui sont venus soit par rapport au fait que je vais avoir plus d'intérêt pour un certain type de zone de mon travail. Donc je vais retravailler par découpage ou par agrandissement de l'échelle d'un élément, ou tout à coup, en plein milieu d'une peinture, au bout de 10 peintures, 20 peintures, 30 peintures, où on fait à peu près le même type de recherche, même si chaque fois c'est différent. Des fois, la série d'après va peut-être arriver par réaction aussi, contre quelque chose, où tout à coup ça va éclater, ça explose, on n'en veut plus. Mais c'est toujours un lien. C'est jamais moi, en fait. J'ai l'impression que c'est jamais moi qui décide de ce que je vais vouloir faire. Et j'avais un ami peintre dont j'étais un peu comment dire, proche. Non, pas trop justement, mais dont je pouvais admirer la posture et le comportement, et qui m'avait dit une fois, mais tu sais Sophie, il y a la peinture qu'on voudrait faire et puis il y a celle qu'on fait. Mais je trouve ça tellement juste. Mais après, c'est quand même bien de se rapprocher au plus possible de celle qu'on voudrait faire. Mais c'est pas si évident. Voilà. Et donc c'est pour ça, là, ce que je fais en ce moment, par exemple, c'est une peinture figurative assez classique quelque part, même si ça veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire classique dans les codes. Même si à chaque fois j'essaye de pas avoir une touche ou une facture qui soit stéréotypée, mais qui soit personnelle. Peinture figurative, c'est tu représentes des choses. Là, j'ai vu, tu m'as envoyé une peinture sublime d'une toile de tente ou d'un pick-up dans un paysage. Alors figuratif, c'est-à-dire qu'ils sont liés à la réalité, qui sont réalistes, mais pas forcément hyper réalistes, ni photographiques. Et comme au fur et à mesure, plus j'ai eu envie de faire des choses réalistes, justement, ou figuratives, plus j'ai travaillé forcément avec mes propres documents. Jusqu'à un moment donné, je me suis dit, c'est bizarre parce que tu vas chercher des motifs tu fais des photos un peu comme avant, des croquis. Tu dis, mais alors pourquoi tu fais pas que de la photo? Ouais, c'est une de mes questions. Ouais, parce qu'il y a quand même, on vous voyez pas auditeur, mais il y a un truc tout est recomposé. Il y a très peu de choses où c'est vraiment la photo. À chaque fois, il y a un réarrangement ou des éléments que je vais mettre d'un endroit qui vont aller dans un autre. Et ça, par contre, c'est comme si j'avais c'est comme quand tu écris un livre, tu as plein de vocabulaire, ça va être toutes les photos, et on va composer après une photo qui va être celle-ci. Et qui ne sera pas la réalité. Qui ne sera pas une réalité, qui sera donc une peinture. Il m'est arrivé aussi, par contre, d'avoir parfois des choses qui soient vraiment comme des instantanés. Oui, ça m'est arrivé pour une toile, du coup, qui est d'ailleurs sur les peu de choses que j'ai mis sur Instagram, qui était, je sortais de la piscine, comme d'habitude, j'allais dire, je sortais de la piscine Pailleron, et là, je vois ces 3 jeunes gens qui marchent devant moi. Il faisait très beau, il y avait un grand soleil, il y avait les arbres, et il y avait un jeune homme très gracieux et qui avait son gilet comme ça bleu. Et là j'avoue que j'ai pas changé grand-chose par rapport. Mais t'avais pris la photo? Ouais.
Bah oui, c'était pas les portables, c'était des petits appareils qu'on avait encore numériques, mais c'était pas les portables. Sinon, la toile, par exemple, que tu as vue, Stéphanie, sur les... C'est deux jeunes, enfin, c'est un peu tronqué, tu vois juste le dos d'un maillot de basket, je crois. Et... Voilà. En fait, ils sont à 5 minutes d'ici. Je passais dans les Guilans, je marchais à la rencontre, qu'est-ce que je vois? Pareil, grand soleil, l'été, les beaux gosses, là, qui étaient là, en train de tchatcher. Et je me sais pas pourquoi, quelque chose qui s'est passé. J'ai pris quelques photos, et là, je me suis dit, effectivement, je suis pas photographe. Parce que je les ai pris à la dérobée. Mais t'as recomposé les choses. Et en fait, ils sont arrivés sur moi, les protagonistes de ma toile sont arrivés sur moi. Ils m'ont dit, moi, qu'est-ce que tu fais, Thibaut? Tu rends-moi ton appareil photo. Je dis, mais non, mais allez, j'efface. Bon, évidemment, tu vas effacer. J'ai pas effacé. Et après, j'ai recomposé, c'est-à-dire que t'as une main qui est une main d'un ami, parce qu'évidemment, la photo était floue. Et c'est ça qui me plaisait aussi, c'est d'avoir pas assez d'informations et d'être obligé de les réagencer et de repartir dans l'imaginaire qui m'avait ému, quoi. J'avais justement ma question sur... tu as changé de style entre les premières œuvres et les toutes récentes. On va plus dire style maintenant. Voilà, on va plus dire style, pardon. Et comment on passe d'une composition à une autre? Et comment on passe d'un regard à un autre? En fait, la dernière fois, justement, en amont de ton émission, je me suis dit, mais c'est vrai, comment est-ce que je suis passée de mes toiles abstraites, genre les immersions ou les phosphènes, enfin les phosphènes, je sais, mais les immersions qui étaient encore avant, que tu n'as pas dans ton dossier de presse, qui étaient liées plus à la gestuelle et à des jeux sur les transparences. Je me suis dit, mais où j'en étais? Comment ça se fait que je suis arrivée là? Par rapport à ce que j'avais fait avant. Et ben, c'était vraiment ça. C'était des recadrages de moments d'un autre tableau qui m'avait fait rebondir sur une expérience. Après, je fais des petits essais et ça s'enchaîne. Et si tu changes l'échelle aussi d'un élément dans une peinture, tu lis les choses totalement différemment. Et tu fais beaucoup de dessins aussi. Ils sont vraiment très très précis. Est-ce que toi, tu considères ça comme un art à part entière ou c'est vraiment une base de travail d'abord? Non. Là, les dessins, c'est des dessins comme à part entière. Vraiment, ils sont faits pour être... C'est pas des dessins d'études. C'est pas préparatoire, c'est ça? Non, pas du tout. Par contre, j'ai fait les mêmes pour la peinture et le dessin. C'est-à-dire qu'en fait, le dessin, j'ai remarqué, pareil, je me suis posé la question là, du fait d'aujourd'hui. En fait, ils arrivent souvent quand soit j'ai un problème de peinture, c'est-à-dire que j'arrive plus. Ou t'as plus de peinture. Non, c'est ça. J'y arrive plus, c'est-à-dire que j'ai plus tu vois, il y a quelque chose qui est bloqué. Donc à ce moment-là, je lâche les pinceaux et je me dis, bon, à ce moment-là, tu t'assieds, tu prends un crayon, il va se passer quelque chose, tu vas voir. Et c'est là que j'ai fait la série des dessins que je t'ai envoyés, qui au fur et à mesure, mais c'était pareil, c'était pas prémédité du tout, qui au fur et à mesure de ma recherche, comme je suis prof de dessin, tu vois, je vois aussi tellement de choses que c'est difficile d'accepter ce que tu fais toi et de trouver l'utilité de refaire du dessin. Il y a tellement de choses. Donc en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément motivée par un crayonné trop simpliste. Et là, en fait, c'était vraiment, il s'est passé pareil, c'était inconscient au départ, mais il s'est passé j'avais envie de faire un peu comme si c'était de la pointe sèche ou quelque chose de travaillé très fin avec plein de superpositions, une espèce de chaos, si tu regardes de près, mais qui est très ordonné ensuite. Et après, dans ça, je suis obligée de retrouver des contrastes et c'est ça qui est passionnant. Mais c'est pareil, je vais passer 2 semaines pour faire un dessin à 3, quoi. C'est des fois 3 semaines. Ah ouais, c'est le temps long. Et ben, avant de poursuivre cet échange, fort intéressant, on marque une première pause musicale avec ton premier titre choisi, qui m'a fait très très plaisir puisque c'est un de mes chanteurs préférés. C'est The Big Elvis. Radio Ems, l'essentiel de la musique. If today was not in this highway, if tonight was not in this trail, if tomorrow wasn't such a long time, then lonesome would mean nothing to me at all.
Yes, and only if my own true love was waiting, if I could hear her heart softly pounding, only she was lying by me, then I'd lie in my bed once again. I can't see my reflection in the water, I can't speak the sound that show no pain, I can't hear the echo of my footsteps, I can't remember the sound of my own name. Yes, and only if my own true love was waiting, if I could hear her heart softly pounding, if only she was lying by me, then I'd lie in my bed once again. There's beauty in the silver singing river, there's beauty in the sunrise in the sky, but none of these and nothing else could match the beauty that I remember in my true love's eyes. Yes, and only if my own true love was waiting, if I could hear her heart softly pounding, if only she was lying by me, then I'd lie in my bed once again. If today was not an endless highway, if tonight was not an endless trail, if tomorrow wasn't such a long... C'était Tomorrow is a Long Time, une reprise de Bob Dylan, donc par Elvis Presley, que je ne connaissais pas du tout. Donc merci Sophie pour cette découverte. Donc pourquoi ce titre ? Je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Alors oui, d'abord c'était une découverte aussi là pour moi, ce morceau, parce que je ne le connaissais pas. Et ensuite j'ai découvert Elvis Presley cette année. Ou l'année dernière. Non, l'année dernière. Ok. Donc non, évidemment, je connaissais quelques titres d'Elvis Presley, mais je l'ai découvert grâce à Sofia Coppola, et non pas grâce à Baz Luhrmann. Moi, je suis allée voir Priscilla. Moi aussi. Voilà, et du coup, j'ai fait des petites recherches, et je suis tombée sur le special de 68 ou 69, je sais plus, d'Elvis. Et depuis, j'avoue que c'est une obsession. Et je le portrait d'Elvis. Alors non, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, ou pourquoi pas, remarquez. Mais ouais, c'est voir. surtout que là, du coup, je l'écoute en boucle à l'atelier tout le temps. Depuis c'est une chanson de 66. Ok. Voilà. Alors, cette chanson parmi d'autres. Hein. Et c'est parti pour la deuxième partie de l'interview. Et là, on s'intéresse un peu aux origines de la création et qu'est-ce qui t'a amené à
t'assumer en tant qu'artiste, à l'instant zéro de ta vocation. On parle souvent d'un déclic chez l'artiste, d'une rencontre dans l'enfance, que ce soit dans la famille, les amis. Est-ce que pour toi, il y a une rencontre décisive dans ton enfance, une figure inspirante? Alors, décisive, non, mais j'ai toujours été intéressée par la peinture. Il y avait des peintures chez moi de membres de la famille, genre des natures mortes un petit peu traditionnelles, des cerises avec des vases. Peintes par les membres de ta famille? Ouais. Mais pas des membres, c'est-à-dire ni par mon père ni par ma mère. Ma mère dessinait un petit peu, mais très très peu. Mais elle avait des talents qu'elle aurait pu exploiter largement. Mon père pas du tout, mais c'était plutôt son grand-père ou un arrière-grand-oncle. Enfin, je sais plus exactement d'ailleurs. Mais il y avait un peu des peintures comme ça. Et je suis allée aussi beaucoup au musée quand j'étais petite. Donc c'est ma mère, je pense, le lien, c'est sûr même. Et après, alors j'ai repensé là aussi, c'est qu'il y a un livre qu'on avait quand on était au lycée, un livre de français. C'était pas la Gare Michard, c'était un truc qui s'appelait Mignard ou Magnard. Ouais. Un gros livre comme ça. Et il y avait plein de textes, évidemment. Et énormément d'œuvres. Et plein de petites de reproductions d'œuvres. Ouais, plein de petites images. On avait le même, je pense. Un peu d'années près, on avait le même. C'est vrai. Et donc, du coup, j'ai mis là. C'est comment ça s'appelait? Bref, ce livre. Donc, un gros livre comme ça, super, avec des petites images. Et en fait, je me mettais devant la télé, parce qu'à l'époque, c'est ça, on se mettait devant la télé tout le temps. Moi, j'étais devant la télé depuis, je sais pas, 8 ans déjà, en train de recopier des images de partout. Et ce livre-là, c'était encore d'autres images qui m'intéressaient davantage. Et donc, j'ai fait beaucoup à chaque fois de copies, de tout ce qui me tombait sous la main. Donc, je me suis pas vraiment... donc, c'était... Voilà, j'ai toujours fait des peintures et des dessins. Ils faisaient quoi, tes parents? Alors, mon père, il travaillait cheminot à la SNCF, et aussi donc c'était les années 60, beaucoup d'engagement politique. Voilà, au niveau de... En tant que cheminot, oui, je veux cheminot, bien. Donc, voilà, le CGT, le PCF, tout ça. Et ma mère... Il y a Franck qui fait un grand pouce. Franck, tu nous écoutes, on te salue. Dans les années 60. Engagement politique. Oui, voilà, dans les années 60. Et après, il y avait aussi... ma mère, elle était... alors, là, elle était... Quand elle nous a eu, elle était femme au foyer. Mais elle a eu un moment donné où elle était un petit peu, 1 an ou 2, je crois, prof de russe. Et sinon, interprète un petit peu, mais sans gagner sa vie, comme ça, dans les événements... Elle est d'origine russe? Pas du tout. Mais c'était aussi lié, je pense, aux envies du moment, au niveau politique. Exactement. Envie, c'est pas vraiment le mot. Mais... tendance, quoi. À la curiosité, aux tendances, aux défis. Est-ce que tu te souviens de ta première émotion esthétique marquante? Alors j'en ai une quand même très forte, parce que j'étais moi-même étonnée. C'était pareil, assez jeune. Je sais pas quel âge j'avais, mais dans ma tête, je pense que j'avais 13 ans, mais je sais pas exactement. Devant un Titien au musée, carrément, un Titien, mais et là je pleure, mais comme si c'était un film, quoi. Et je pleure, juste parce que c'était trop beau et ça m'a tellement émue. Et je crois que c'est ma mère, là, à ce moment-là, s'est dit, bon, je vais peut-être lui acheter de la peinture. Ouais, c'est une bonne idée. Du coup, tu as commencé à peindre quand? Mais je te dis, j'ai toujours... peut-être pas peint, mais j'ai toujours dessiné. Donc après, j'ai eu un chevalet assez vite dans ma chambre, dans mon HLM. Donc t'avais ma petite chambre, le lit, le chevalet, et après mes premières peintures, ma mère m'avait acheté des petites toiles, des petits cartons toilés. Et je me souviens avoir fait des figures, ce qui était très symbolique, mais c'était vraiment pas terrible, mais ça venait du cœur. Hein, c'était des petits personnages comme ça qui ressemblaient à rien. Et comme évidemment je savais pas peindre et que j'avais déjà de la peinture à l'huile dans les mains, donc je mélangeais tout. Mais c'est très autodidacte. Mais c'est comme ça que ça a commencé, puis ça s'est jamais arrêté après. Mais ensuite, t'as peaufiné ta technique avec les écoles. Les écoles, faut pas trop le dire, mais. On rentre dans le vif du sujet. Quand je suis rentrée aux Beaux-Arts, tu sais, quand tu rentres aux Beaux-Arts, ils choisissent 30 personnes déjà parce qu'elles savent déjà faire un peu déjà les choses, en fait. Et après, j'ai eu beaucoup de cours de modèles vivants qui étaient vraiment une grande initiation. Mon prof de peinture était super, mais on t'apprend pas de la technique, on t'apprend à t'exprimer de façon personnelle, mais on t'apprend pas la technique. Ça, j'ai appris toute seule au fur et à mesure. Et après, j'ai fait une rencontre avec... plus tard en fac, avec quelqu'un par contre qui m'a appris plein de choses, qui lui fait de la restauration d'œuvres d'art aujourd'hui.
Et Oui, niveau technique, je pense. voilà, et qui peignait déjà très très bien à l'époque et qui m'a enseigné toutes les techniques très très traditionnelles. J'ai même fabriqué pendant plusieurs années ma peinture en broyant mes pigments, en faisant cuire mon huile avec ma litharge sur ma petite plaque. Hyper écolo. Alors Ça. pas du tout. Et, Parce qu'il y a beaucoup de solvants mais et alors, de produits chimiques. à notre Donc, décharge, à ma peindre décharge- réduit l'espérance de vie. les Ouais. amis. à ma décharge, j'ai très peu pris l'avion. Ouais, donc ton bilan carbone, ça va. Et donc c'est ça. Et là j'ai appris, si tu veux, après toutes ces techniques, mais j'ai fait beaucoup de copies, enfin pas beaucoup, mais j'ai quand même fait des copies assez jeunes j'ai fait une copie de Vermeer, une autre de la naissance de, comment il s'appelle, un peintre, je sais plus son nom là. Il y en a plein des naissances de peintres. Ouais. Ça va être compliqué, là. ChatGPT. Qui travaille aide-nous. dans les clairs-obscurs, mais là c'est parce que voilà, il est 9h. Et voilà, la donc tour j'avais déjà... Ouais, merci. Ah, oh, bingo. Pourtant, il est pas tôt, hein, mais genre de la tour, clair-obscur, quoi. Voilà. Tu vois. Ouais. Donc voilà, donc la technique, si tu veux, je l'ai faite comme ça, toute seule. Et du coup, je me dis qu'effectivement, il y a des fois où j'aurais pu faire des chemins plus courts si j'avais été plus attentionnée avec ça. Ok. Sur ton imaginaire, peut-être tu as déjà répondu, mais comment ça s'est forgé? Ça, alors, bonne question. Alors, l'imaginaire, en fait, l'imaginaire se meut avec toi. Donc, d'abord, c'est jamais le même. Et c'est un imaginaire. Alors, franchement, honnêtement, je sais pas comment font les autres, comment ils travaillent, mais moi, c'est sûr que c'est totalement lié à mes états d'âme. Mais c'est pas de la psychanalyse, mais c'est des états d'âme. C'est vraiment ça. Et l'imaginaire vient de ces états d'âme. C'est un peu comme une rêverie, ou tu vois. Mais il n'y a pas d'imagination, il y a des envies de donner. Ouais, des émotions. Voilà. Quels sont les artistes que tu admires? Il y en a de plus en plus, plein. Contemporains ou pas, hein? Enfin, ça peut être... Alors, plein. Alors, mais artiste peintre ou artiste en général? Ouais, artiste peintre. On va rester circoncis. Alors, il y en a tellement que... alors, j'ai déjà parlé de Circonscrit même, Lucian je crois. Freud que j'adorais. Lucian Freud que j'adorais. J'aime beaucoup... j'ai beaucoup aimé Richter. J'ai beaucoup aimé Basquiat, pas Basquiat comme tout le monde bien sûr, mais comment il s'appelle, Baselitz. Là récemment, j'aime beaucoup comment il s'appelle, je sais plus le nom. J'ai Stéphanie, une amie qui était là pour la première émission, qui m'a dit que peut-être que je pouvais avoir certains. Voilà, elle m'a donné 2 noms d'artistes. Je retrouve plus là, mais qui pouvaient te plaire. Voilà, mais je les ai plus. Alors zut. Ouais. Alors oui, il y a qui encore C'est assez pointu, quand même. Par exemple, Guillaume Bresson, là, qui est en ce moment à Versailles, c'est ce qu'elle m'a dit. dont j'ai pas vu l'exposition. Alors, j'ai vu sa petite toile qu'il avait exposée au Palais de Tokyo il y a quelque temps. Il y a un jeune mec, je crois qu'il il est de 97. Ouais, il est né en 97. Très talentueux. Oui, c'est ça, j'ai regardé. Elle m'avait soufflé ça. Guillaume Bresson et Thomas Lévilan. Alors, j'aime bien ce qu'il fait. Ouais, j'aime bien. Alors, ce que j'aime dans Thomas Lévilan, c'était beaucoup aussi ses petites aquarelles. En fait, c'est l'honnêteté de son travail que j'aime bien. Okay. J'aime bien aussi Tim Etel, beaucoup. Parce qu'il est presque à l'opposé de ce que je fais. C'est-à-dire que sa vision est d'une clarté, avec ses aplats de couleurs comme ça. Et des fois, je suis très attirée par l'opposé de ce que je fais. C'est-à-dire que je peux aimer les choses aussi qui sont... C'est le principe de la rencontre. Ouais, c'est ça. S'opposer s'attire. Ouais, voilà. Il y a énormément de choses. Et plus je vieillis, plus j'aime les choses. Ok, vous ne voyez pas, mais là Sophie est en train de gribouiller intégralement sur sa petite feuille blanche où elle avait pris des notes, comme quand on est au téléphone et qu'ils font à l'époque quand vous pouvez pas bouger du téléphone, et c'est pas filaire, et c'est des tas de gribouillis sur un carnet, des spirales, des trucs, des triangles, des machins. Mais si c'est merveilleux, je veux la signature après, je peux la vendre peut-être après sur. Tu feras mieux si tu veux, mais pas sur eBay. Eh bien, on peut peut-être passer à l'identité du créateur. Donc, ce sera la 3e partie de cette émission sur l'identité de l'artiste et la création comme identité. Je commence par toujours la même question un peu cliché sur l'artiste dans son monde un peu lunaire, perché. Alors, un artiste est selon toi
forcément anticonformiste ou un peu fou. Comment ça? Comment ça? Pas du tout, non, pas du tout. Pas du tout. Un artiste ne doit pas forcément être anticonformiste. Non. Ni fou, d'ailleurs. Juste original. Attends, tout ça, ça veut rien dire. Enfin, excuse-moi. Mais parce que conformiste par rapport à quoi? Quelle conformité? Et original par rapport à quelle non-originalité? C'est vrai. C'est vrai. Tu dézingues tout de suite ma question. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut pas, enfin, c'est parce que, faudrait pas alimenter l'idée de l'artiste maudit. Ou trop déconnecté à un moment donné. Il y a une certaine forme quand même faut être tellement tenace, opiniâtre, focalisé, concentré, que le côté rêverie, il existe, mais après, il faut vraiment, pour continuer, en tout cas, sérieusement, il faut vraiment le vouloir, c'est-à-dire en vivre, et quoi. Voilà, il faut comment dire, là, on me voit pas, mais le geste est là. T'as les mains qui sont comme ça, presque, et qui sont en forme de cercle, hein. Donc, voilà, faut tenir tout ça. Faut tenir. La rêverie, faut la. Ah oui, c'est ça, c'est comme le chaos, tu vois, faut leur donner après, quoi. Exactement. C'est ce que Vicente avait dit, mon dernier invité, qui était aussi artiste peintre. Quelle part de ta personnalité t'aide le plus à créer? De quelle qualité tu te sers le plus? La discipline. Ah bah, c'est exactement ce que tu viens de dire juste avant. Bah voilà. Penses-tu qu'il faille une sensibilité particulière pour pouvoir créer, ou en tout cas une hypersensibilité au monde? Alors oui, et il faut l'entretenir. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on est comme tout le monde peut être artiste, tout le monde peut, s'il se donne les moyens, entretenir cette sensibilité jusqu'à la rendre une espèce de folie, comme tu dirais, jusqu'à la rendre obsessionnelle, pour pouvoir recracher quelque chose ensuite de personnel. Mais très vite, et de plus en plus, puisqu'on est tellement sollicité par tellement de choses, ça doit être très difficile aujourd'hui de rester concentré sur sa propre création, parce qu'on est vraiment enrobé de choses créatives et qui te happent, ou on est sollicité par plein de choses. L'image, le son. Plein de stimuli émotionnels. Et donc, c'était quoi ta question? Est-ce qu'il faut une hypersensibilité? Mais tu disais que oui. Oui, mais il la faut, mais il faut l'entretenir. Voilà, faut vraiment. Des fois, moi, par exemple, si tu veux, là, par exemple, je suis dans un truc avec des herbes, un certain type de spatialité, de romantisme, et je veux pas en sortir. Donc je vais, malgré moi, inconsciemment, plus ou moins consciemment, je vais me vautrer quelque part. C'est comme s'allonger dans des couches, si tu veux, de ça. C'est-à-dire de ce sentiment, ou de cette sentimentalité-là. Donc je vais voir des films, des choses, et à chaque fois je me dis, je préfère rester dans ça. Oui, parce que sinon, ton inspiration... Voilà. Et après, ça change comme ça. Et c'est ce qui est beau dans le fait de faire de la peinture. Tous les peintres savent ça. C'est-à-dire que, en fait, on se parle sans se connaître. C'est-à-dire, c'est pareil que quand je vois une expo, je sais que le peintre, il a vu ça, qu'il a pensé ça. Et ça, c'est génial. Parce qu'en fait, c'est un type de communication. On se connaît pas, on s'est jamais vu, mais on sait ce qu'on a voulu dire. Ouais, et ça, c'est... Ouais, parce que le commun des mortels. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Mais sinon, il faut pas dire ça. Tout le monde, dans son domaine. Non, tu ressens l'émotion. Tu sais quelle émotion ça provoque chez toi. Mais tu vas pas forcément savoir le message mais on va savoir quand même vachement de choses. Et c'est comme les cinéastes entre eux, quand ils font des films et tu donnes à voir d'autres citations d'un autre film. En fait, c'est que ça, c'est des ricochets. Et c'est pareil quand tu vas au musée, tu vois bien les artistes entre eux, même dans le passé. Et c'est intéressant, ça. Je pense que c'est des choses, ça me fascine. À ton avis, quelle part de génie et de travail? Tu imagines par rapport à ce que j'ai dit déjà. La part de travail, elle est énorme. Les génies, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je sais pas ce que ça veut dire quoi. C'est galvaudé. Ouais. Mais après, quand même, il y a des gens qui ont plus de disposition que d'autres. Et alors, j'en fais pas partie, malheureusement. Moi, je suis vraiment le labeur. Mais quand on voit comment tu dessines, je veux dire. Oui, mais c'est pas vrai, parce que justement. Il y a des gens qui dessinent juste très très mal. Oui, mais il y en a qui ont beaucoup plus de facilité, qui sont beaucoup plus géniales, qui vont être. Génie. Ouais, ou même dans la conception, peut-être pour être, par exemple, il y a des artistes qui vont arriver à toucher plein de médiums différents au même moment. Ça, tu vois, déjà, je pense qu'il faut être quand même assez costaud. Moi, je peux pas faire ça.
Ouais, c'est vrai qu'on a reçu Vicente qui lui était poète, musicien, compositeur, artiste peintre. Ouais, j'ai fait de la musique pourtant, mais si tu veux, par exemple, à un moment donné, ah ben si, c'est vrai que j'y pense maintenant, à un moment donné, on me proposait d'être musicienne quelque part. Mon prof de musique, il me disait, mais tu dois te lancer dans ça, tu dois faire de la musique. Et quand j'ai arrêté pour peindre. Je me souviens très bien, ça me revient. C'était genre, je savais que je pouvais pas continuer le conservatoire et faire de la peinture. De la même manière, pourquoi j'ai pas fait de thèse? Parce que c'était soit tu as une bourse pour ta thèse, et je l'ai pas eu, il y en avait 2, c'est pas moi qui l'ai eu. Soit tu dois, à ce moment-là, travailler pour vivre, ce que je faisais déjà, plus peindre, plus passer ta thèse, c'est pas possible. Donc j'ai dit, ben voilà, donc c'est la peinture. On peut pas faire trop de choses en même temps. Ok, c'était quel instrument que tu faisais? Alors, j'ai commencé par la clarinette. Ok. À ton avis, est-ce qu'on crée pour soi ou pour les autres? Pour soi. Ok, donc toi, t'as ton rapport au regard de l'autre. Alors, j'ai besoin, alors c'est horrible, c'est le problème du peintre, je pense, enfin de moi en tout cas, c'est qu'en fait, on fait tout pour soi de manière très égoïste, parce qu'on est dans son atelier, on est fermé aux autres, on ne veut pas en sortir, c'est une façon de s'extirper de la société, et en même temps, on a un besoin de reconnaissance immense qu'on ne veut pas s'avouer, et on a un besoin d'être vu quand même un peu, au niveau de la peinture, de l'œuvre. Mais en vrai... Par exemple, il y a un moment donné, justement, avant de faire toute cette série de Sfumato Landscape, j'en avais fait tellement avant, j'ai eu un moment donné, j'ai dit, je veux plus rien montrer. Et donc, il s'est passé un moment donné, je suis vraiment restée dans mon atelier et je voulais vraiment que personne ne vienne les voir. Et après, c'est un ami qui a, j'exagère un petit peu, forcé ma porte et qui m'a ressorti du trou, si tu veux. Mais j'étais pas du tout ouverte. Tu peux nous parler un peu de ton atelier, justement? Alors, mon atelier, là, actuellement, ouais. Je suis là. C'est chez toi? Alors, en ce moment, oui, c'est chez moi. Mais ça n'a pas toujours été. J'ai eu plusieurs ateliers avant. Mais donc là, oui, là, c'est un lieu qui était un lieu où il y avait rien. Il y avait une dalle de béton, un vieux garage et une espèce de toit comment ça s'appelle, en métal, hein, gros. Mais ça faisait comme une espèce de U. Et avec mon ami à l'époque, lui avait donc un appartement qu'il avait pu vendre. Donc c'est génial, il a pu acheter à crédit évidemment quand même ce garage où il n'y avait pas de terrain. Et après, avec ses mains, tout seul, en expérimentant, il a réussi à bâtir quelque chose qui lui plaisait et quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi et qui a pu accueillir mon atelier. Ouais. Des toiles assez grandes, parce que tu fais des grands formats aussi. Ouais. Ok. Après, c'est dans des conditions qui ne sont pas des conditions de conservation idéales, mais c'est pas grave, c'est la vie. Oui, la température. Ouais. Qu'est-ce qu'on recherche quand on crée? Le succès, l'éternité, la réparation? La réparation, c'est-à-dire On va se réparer soi-même? Les trois. Justement, qu'est-ce que t'apporte l'acte de créer au quotidien? Il y a forcément une part de méditation. Alors, de transcendance. pareil, j'ai pensé un petit peu à cause de toi, enfin du fait de toi à tout ça. Et ça change avec les phases de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu des moments où je créais que dans l'excitation euphorique. J'ai eu une grande période où je travaillais que avec quelqu'un, où je faisais que des pauses, c'est-à-dire que c'était que des binômes. Et donc là, c'était carrément, voilà, je te peins là tout à l'heure, on passe 3 ans ensemble, tu vois, c'est super. Et il y a un peu d'anxiété, mais pas trop. Et j'ai eu des périodes où c'était vraiment très très dur, c'est-à-dire, par exemple, aussi dans les sfumatos, j'en ai fait beaucoup, jusqu'à recommencer 2 fois des grands formats, parce que j'avais mis un truc 10 cm trop loin. Tu vois, des trucs très durs, physiquement très durs, mais qu'il fallait vraiment que je le fasse. Et il y a beaucoup d'anxiété avant de tenir le pinceau, tout le temps, à chaque fois. Et après, quand je le tiens, ça se passe bien. Et si ça se passe mal, ça peut atteindre des proportions qui sont au-delà d'une réalité, si tu veux. C'est vraiment... c'est terrible. C'est très mal, quoi. Je peux être très, 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 très mal. Et ça m'énerve parce que le monde ne va pas changer parce que j'ai pourri un nez, quoi, tu vois. Et ben... Les petits problèmes de nez des artistes. En plus, c'est pas les nez qui me posent les problèmes. Mais
Une question triviale mais importante. Trivial. Est-ce qu'on peut vivre de son art? Comment on fixe le prix de son art? Bonne question. Et est-ce que d'avoir un galeriste ou un curateur, ça aide? Alors moi, j'aimerais bien. J'ai travaillé avec des gens, mais j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui ait les moyens de me suivre plus longtemps. Parce que là, j'ai travaillé avec des gens, mais c'était difficile aussi pour eux. Donc, ce qui était très appréciable, c'est justement d'être avec quelqu'un, d'être à deux, d'être épaulé. C'est ça qui est appréciable dans le fait d'avoir une galerie, c'est qu'il y a quelqu'un qui est avec toi. T'es pas tout seul. Donc ça, c'est génial. Après, vendre ses œuvres, c'est bien dans le sens où ça te permet de peindre plus et de travailler moins autrement. Mon idéal, je le cache pas, ce serait pas grand-chose, mais ce serait de vendre une chose, même une seule chose, tu vois, à, je sais pas moi, 40 000 euros. Et puis après, hop. Ah bah là, t'es tranquille. Mais t'as exposé à Miami, enfin t'as exposé à partout. Oui, non, mais c'est ça, j'ai quand même, alors. À l'étranger, en France, en province, à Paris. Oui, j'ai eu quand même, alors que j'avais très peu de réseau, parce que comme j'ai arrêté les beaux-arts à la première année, je me suis pas fait un réseau. Oui, c'est tout l'intérêt des écoles. C'est que ça te fait un réseau. Si j'avais su, mais j'avais pas pensé à l'époque parce que j'étais très jeune, j'avais 17 ans, j'avais pas du tout anticipé tout ça, tu vois, je suis tombée dedans, que c'est comme, mais rétrospectivement, je dis à mes étudiants, mais profitez du réseau, quoi, très très vite, quoi, ne soyez pas comme j'étais. Ok. Mais donc, le fait de travailler en galerie, c'est ça, avec une galerie, c'est que il y a vraiment, c'est vivant, quoi. C'est vivant. Donc, t'es pas tout seul. Voilà, c'est pour ça que je dis quand même plus facilement oui que non aux propositions qu'on me fait, même si il y a plein de choses maintenant que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune que je ne ferai plus jamais. Mais comme quoi? Dire oui à certains galeristes? Non, certains endroits, certains lieux. Okay. Exposer pour exposer, c'est vraiment plus la question. Mais par contre, oui, trouver quelqu'un qui sache ce que tu veux faire, et qui te comprenne, qui te suive. C'est important. Et qui en plus a des acheteurs qui sont des acheteurs qui te comprennent, qui te suivent. Ça, c'est vraiment top. Eh bien, on écoute maintenant le deuxième titre choisi par Sophie. C'est Down the River de Neil Young. Radio M. C'est ma radio préférée.
chers amis auditeurs, ce morceau durait 9 minutes 11. On n'a pas le temps de tout écouter. Et nous avons déjà 2 messages au standard pour dire que le travail de Sophie Pigeon est admirable. Ce que je pense, c'est pour ça que je l'ai invitée. Sophie, pourquoi ce titre de Neil Young ? Alors, pareil, Neil Young m'a accompagné à l'atelier pendant, je pense, bien 2 fois 10 ans. Non-stop, en boucle, tous ses albums. Tu parlais de la création tout à l'heure quand tu nous en parlais, que c'est sur le processus de création aussi. Alors oui, en fait, j'avais choisi aussi ce petit morceau d'Elvis Presley et celui-ci de Neil Young parce que le morceau d'Elvis Presley, c'était une reprise, mais il y avait plusieurs prises et on voyait bien le travail qu'il y avait avant d'arriver à la prise excellente. Et c'est très touchant de voir Elvis Presley comme ça en studio et de l'entendre et de voir à quel point, alors qu'il était déjà excellent dans sa voix, il pouvait vouloir mieux et plus. Et Neil Young, ça n'a rien à voir, parce qu'il compose, il est interprète, compositeur, enfin il fait tout. Et lui, c'est carrément c'est de la performance, c'est les talents et le génie presque, moi je dirais là, à l'état pur. Et voilà, mais vraiment, je l'ai écouté, mais tellement que je suis obligée de le mettre là. Ouais, c'est incontournable de ton travail. Mais ça t'accompagne pendant ton travail. Donc on parlait du processus créatif. Et j'allais te dire, est-ce que certains artistes travaillent en musique ou pas ? Bah toi, oui. Ah bah oui. Eh ben, il est temps de clore ce 8e rendez-vous par la séquence donc mensuelle du questionnaire de Proust, une sorte de portrait chinois de notre invité. C'est parti. Donc c'était toujours Terry Callier, The Famous One, Lazarus Man. Je commence par la question, dors-tu beaucoup ? Oui. Il me faut au moins 8h30, 9h par jour pour être normal. Et encore un invité de l'œil de la nuit qui dort énormément, mais moi-même qui présente l'œil de la nuit, j'ai besoin d'énormément de sommeil, donc je ne sais pas, je fais pas exprès d'inviter des personnes qui sont comme moi, des marmottes. Est-ce que tu crées Je dors beaucoup le matin. Ah, eh ben, ça c'est ma question, ça c'est la question qui suit. Crées-tu davantage la nuit que le jour ? Alors, ça dépendait des périodes de ma vie, hein. Effectivement, quand je faisais des portraits, je pouvais travailler des fois sur des séances de pause qui étaient genre programmées de 2h à 4h du matin. Parce que comme j'avais déjà des gens qui me posaient l'après-midi, souvent la nuit on travaillait comme ça et je pouvais tenir le coup sans aucun effort. Alors que l'énergie après change quand même dans le temps. On n'a plus 20 ans, on n'a plus 30 ans. Et là maintenant, je vais pas pouvoir travailler la nuit, je vais travailler pas non plus en début de journée, mais je travaille vraiment genre de 4h à 8h ou à 9h ou de 6h à 10h. Mais je vais pas travailler en tout début de journée, mais vraiment plutôt dans la soirée. Mais ça dépend vraiment de chaque période de ma vie, ça. Est-ce que tu as un rêve récurrent ? Alors, j'ai réfléchi à la question. Oui, je sais, je prépare ce questionnaire. Au moins celle-ci. Et parce que c'est difficile, parce que rêve récurrent, alors non. De quoi tu rêves ? Tu peux rêver d'un rêve inconscient qui revient comme ça toute ta vie. Un rêve où tu tombes, où tu... Mais alors ça, c'est plus dans le cauchemar, tu vois, le rêve où je tombe. Ouais, la chute, là, c'était pour la deuxième question, c'était pour le cauchemar, tu vois. Mais de rêve... Alors, je peux te parler de mon dernier rêve, parce que du coup, ça fait 2 jours que je me souviens de mes rêves. Alors, je sais pas si c'est parce que, à cause de ta question. C'est peut-être parce que tu te concentres, et l'inconscient devient Et je te jure conscient. que j'ai rêvé alors, je vous raconte pas, mais ça fait 4 jours que j'ai pas pu peindre. Du coup, peut-être ça me manque. Et du coup, j'ai rêvé cette nuit, mais c'est la première fois de ma vie, je jure que ça m'arrive, j'ai rêvé qu'on me peignait. Et c'était beau, c'était délicieux. C'était un beau rêve. Mais c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Mais c'est parce que tu es invité à parler de ton travail, à avoir un regard sur toi. Ça. Et je te tends un miroir, Sophie. C'est exactement ça. Cette émission est un miroir de l'âme. C'est merveilleux. Ton pire cauchemar ? Alors, pareil, c'est pas vraiment un cauchemar pire, c'est des sensations récurrentes. Il y a la chute, oui, toujours, bien sûr, comme beaucoup de gens. La perte de ses dents, assez régulièrement. Et sinon, ce serait pas vraiment un cauchemar, mais plutôt un souvenir d'un cauchemar, mais pas récurrent, mais vraiment un souvenir que je garde encore. Un rêve que j'ai fait quand j'avais 18 ans. Parce que je sais très bien où je l'ai fait, dans quel appartement, dans quel lit, et je veux dire,
Avec qui Avec Non, qui mais- oui, aux côtés de qui tu l'as fait, ce rêve? Et je m'en souviens très bien parce que c'est la première fois que je me suis vue. Alors c'est pas gay, mais c'est normal, on est dans le cauchemar. Je me suis vue morte de l'extérieur, mais surtout je me suis. Alors il y avait des chiens avant, il y avait tout un scénario, mais ensuite ce qui est important, c'est que je me suis vue morte de l'extérieur et j'ai ressenti. Alors j'ai fait comme dans un film, tu vois, avec le râle. Et après, j'ai ressenti, si tu veux, j'ai ressenti, mais vraiment la mort. J'ai ressenti, je jure, j'ai ressenti le truc, tu fais, comme ça, t'as le souffle qui s'en va, et t'as la sensation de mourir. Évidemment, je me suis réveillée à ce moment-là. C'est phénoménal. Je m'en Ce souviendrai questionnaire, là, toujours. je crois que c'est la meilleure réponse que j'ai jamais eue à ce questionnaire. Et juste, qui te peignait dans ton rêve quand on te peint hier? Alors, j'ai oublié. Tu Je sais te pas jure que je l'avais noté dans ma tête. Tu savais qui? C'était un homme. C'était un homme, ok. Toujours le regard, Franck. C'était moi. Non, Franck. Tu n'es pas omniscient ni omnipotent. Le regard masculin, donc the male gaze, est toujours là, quoi qu'on fasse. Un rêve devenu réalité. Alors ça, c'est pareil, question que je n'ai pas pu. Alors j'ai réfléchi toute la fin de l'après-midi, c'est-à-dire toute la fin d'après-midi. Bon, j'ai réfléchi un petit peu et j'ai pas trouvé, parce qu'en fait, si j'ai trouvé comment te répondre, parce qu'en fait, c'est pas un rêve. D'abord, ne peut pas devenir réalité, parce que sinon c'est pas un rêve. Et alors, je pourrais te dire oui, comme je suis devenue peintre, mon rêve est devenu. Mais non. Je suis devenue peintre, mais je suis pas devenue peintre, justement. J'ai toujours peint et ça n'a jamais été un rêve, ça a toujours été une réalité. Dans le sens où, en fait, c'était que des questions matérielles à faire. C'est-à-dire trouver un atelier, réussir à pas trop travailler pour pouvoir dégager du temps, avoir de l'argent quand même, parce que ça coûte très cher la peinture, et avoir un atelier, ça coûte très cher. Donc c'est plutôt, non pas rêver d'une réalité, mais faire en sorte que, c'est pas ce rêve, mais que ce qui pourrait être un rêve, ça soit en fait juste une ambition, en fait, un but. Ta plus grande insomnie? Ah oui, alors ça, c'est rigolo. Alors, on peut faire plusieurs réponses? Une seule, Sophie, une seule. Il nous reste 2 minutes. Alors, c'est quand on a du mal à respirer. Ouais, ça, c'est marrant. Je crois que c'est Jeff Mouloury qui m'avait fait cette réponse. Ah oui? Ou alors Johan Zarka, je sais plus, que quand t'es malade et que t'arrives plus à respirer. Ouais, je suis d'accord. Alors moi, c'est quand j'avais pris une fois un tramadol qui passait pas. Ouais, c'est fort le tramadol. La nuit porte-t-elle conseil? Alors oui. Ouais. Je me dis de répondre court. Hein, très bien. Comment résistes-tu au sommeil et à tes carburants? Alors je ne veux surtout pas résister, au contraire, parce qu'il faudrait que je me couche plus tôt. Donc non, c'est l'inverse. Moi, j'essaye de prendre des valérianes, des trucs pour m'endormir. mais ça marche pas. Ce sont des bonnets de nuit. Mais ça marche pas. Je vais pas y arriver. Il faut que je trouve vraiment quelqu'un. Je vais inviter un DJ. Je sais qui je vais inviter. Un ami à moi qui peut mixer pendant 12 heures d'affilée sans dormir et qui a besoin de 3 heures de sommeil. Donc je vais l'inviter. Moi, c'est l'inverse. DJ June, si tu nous écoutes. Il faut que je m'endorme avant 3 heures du matin, donc il faut que je... c'est ça le problème. Ouais. Sinon, je dors pas. En fait, 3 heures du mat, ça va. C'est pas non plus bonnet de nuit. Non, mais je prends des trucs pour pouvoir dormir à 3 heures du matin, sinon je n'y arrive pas. Est-ce que tu lis la nuit? Alors, t'arrive de lire ça la m'est nuit? arrivé, et alors quand ça m'est arrivé, j'ai lu beaucoup Zola, j'ai tout relu Zola. Tous les Zola. C'est super soporifique quand même. Alors justement, pardon. non. Justement, ça m'endort pas du tout, et j'adore ça. Ok. Le mot de la nuit, M-O-T. Ah, le mot de la nuit, j'ai zappé cette question. Ouais, parce qu'il y a les mots de la nuit, M-A-U-X, après. Amour. Le mot de la nuit, ouais. C'est Ouais, joli, ça. Amour, Ouais. c'est magnifique. Et les mots M-A-U-X. Alors, la douleur. La musique de la nuit, qu'est-ce que t'écoutes, à part Neil Young? Elvis. Elvis, voilà. Alors, j'ai mieux. T'as qu'à dire la playlist qui s'appelle Elvis avant d'aller se coucher. C'est la tienne? C'en était une. Ah, elle est sur Spotify? Elle est Non, sur c'est quoi? moi qui l'ai faite. D'accord. On peut l'écouter comment? Chez moi. Ok, il faudra que tout le monde aille chez Sophie Pigeon. C'est à Bagnolet. Je vous donne pas l'adresse. Ok, et quelle est ta Madeleine de Proust à toi? Si tu as une Madeleine de Proust. Alors, c'est la ratatouille. L'odeur de la ratatouille. De ta mère? Ouais. Ah, moi, ouais. C'est pas faux. Ça vous rappelle rien? Si, moi, ça me rappelle, parce que ma mère adorait mais je déteste la ratatouille. Mais je me souviens de ça. Et ça vous rappelle pas le dessin de Walt Disney, Ratatouille?
Non. Ah bah tiens, non. Alors, ben voilà. Alors, ce qui était étonnant, je vais voir Ratatouille, donc ça, jusqu'ici tout va bien. Et là, au moment de la scène où justement il parle de cette Madeleine de Proust qui était la même que la mienne, il sort un plat qui sent la ratatouille et je vous jure que T'as senti la ratatouille. Oui. À travers les grands écrans du MK2 bibliothèque. C'est merveilleux. Il est temps de se dire au revoir. Merci amis auditrices et auditeurs de nous avoir suivis dans cette aventure entre chien et loup. Merci Sophie Pigeron d'avoir accepté de partager un peu de ton intimité. Beaucoup. Merci Claire. Merci aux magiciens des manettes de Radio Ems Franck en régie, sans qui cette émission ne saurait voir le jour et la nuit. Vous pouvez retrouver Sophie sur Instagram et sur le site de la galerie. C'est 213pm.com. On se retrouve le mois prochain autour d'autres personnalités tout aussi inspirantes en vous souhaitant une douce nuit et on se quitte avec Spectrum de la divine Florence and the Machine. Till we let the